On retrouve bien entendu nos petits camarades, les technos, mais qui sont aussi geeks, semble-t-il en tout cas. D'un côté, il y a David. Bonjour David. Bonjour. J'espère que le réveillon de Noël s'est bien passé, tout ça, bien, cool. Tout bien, voilà. Et puis, on a également nos camarades Marc et Sébastien, informaticiens.be. Sont-ils geeks, ne sont-ils pas geeks? Je vous laisse juger. Et cette seconde partie de cette édition spéciale de fête de fin d'année, en quelque sorte, va vous mettre sur la piste, à mon avis. On avait commencé à évoquer tout ce qui était télévisuel, ce que le geek regardait, la télévision, le cinéma, etc. On va poursuivre, si tu veux bien, Marc, avec... ça, c'est David. C'est David. Avec Marc. Bah oui, quoi, bon. On va continuer de parler... Fête de fin d'année. Fête de fin d'année, c'est dur, il faut digérer tout ça. Marc, on va continuer à parler de programmes télévisés, mais pas uniquement. Et là, plutôt côté dessin animé, plutôt imaginaire pur, là, pour le coup. Voilà, exactement. On s'était arrêté aux films, aux séries classiques. On avait terminé sur Stargate, Futurama, Galactica, etc. Un autre grand pan de la culture geek, c'est le manga. Alors, on va pas se lancer dans le manga littéraire, parce que c'est un domaine que, hélas, nous ne maîtrisons pas très bien. Par contre, le manga animé et télévisuel, l'anime, comme on dit, lui est effectivement une référence assez incontournable, à commencer par le saint des saints, Akira, qui est un film absolument renversant, dont on attend une transposition IRL, donc dans le monde réel, avec des vrais acteurs en chair et en os depuis quelques années. On ne sait toujours pas si ça va se faire ou pas, mais voilà, Akira reste quand même une des références incontournables de la culture anime et de la culture geek par référence. Un autre grand pan incontournable, c'est toute la saga des Ghost in the Shell. Ça fait vraiment directement référence à un univers, un pan de la science-fiction qui est le cyberpunk, qui est justement toute cette frange de science-fiction qui évolue sur l'informatique pure, l'informatique dure, avec les réseaux, les hackers, etc. On y reviendra quand on parlera de bouquins aussi. Et puis, il y a toute une autre partie qui, elle, évolue autour de la science-fiction pure, toujours en anime. On pense notamment à Evangelion, qui est une série extrêmement aimée de tous les geeks fans de SF. Toutes les séries où évoluent des robots géants, des trucs comme ça. Donc là, ça nous ramène déjà aussi à l'époque. On pouvait dire qu'on était geek à l'époque où on regardait Goldorak. Ah oui, quand même. Un petit peu, oui. Goldorak, déjà, c'est un truc où il y a un gros revival et on voit effectivement, quand on voit sur eBay le prix des packs Goldorak qui peuvent s'échanger parfois en VHS, ça prouve qu'il y a encore une vie pour ça. Parce que c'était plutôt kitsch au départ. C'était kitsch, effectivement. Quand on avait 9-10 ans et qu'on a vu débarquer ça en Europe au Club Dorothée, on s'est dit, mais what the fuck? Tu lâches des gros mots là. Ouais, c'est quoi cette histoire carrément, non, mais qu'est-ce que c'est que cette Dorothée, oui. Voilà, totalement. Donc, bon, ok. Puis il y a tout un autre univers également, celui des comics Marvel. David, là aussi, c'est un univers hautement geek. Ben oui, parce que ça, de nouveau, ça chipote un peu l'imaginaire. Et effectivement, Marvel est une société qui s'est construite autour de cette communauté, qui aujourd'hui connaît un succès, de nouveau, ouvert sur le monde, mais un Spider-Man, un Superman, tout ce qui peut être Hulk et des choses comme ça, les 4 Fantastiques, tous les films qu'on a gros succès ces dernières années sont issus d'une communauté bande dessinée au départ, des années 60-70, et il y a tout un pan geek aussi qui n'est pas lié à la technologie mais qui est lié à tout cet univers imaginaire complet avec, Marc le disait, avec des prix qui peuvent atteindre pour des originaux en bande dessinée, c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars pour des bandes dessinées qui sont en parfait état, et donc ça fait aussi partie de cette communauté, et on l'avait dit dans le premier numéro, c'est ce qui permet aussi d'agrandir la communauté au tout un chacun, parce que tout le monde s'y retrouve. Il y a toujours quelque chose un petit peu qui nous ramène dans le monde geek, et ça fait partie de cette communauté, les super-héros. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi toute la partie dessin animé. C'est ça. Donc, dessin animé, Marc introduisait le Club Dorothée. C'est plus le monde enfantin, là. C'est plus... Oui, et donc le Club Dorothée, effectivement, que ce soit à travers des mangas comme Olive et Tom ou comme Dragon Ball Z,
Dragon Ball Z, tout le monde a vu Dragon Ball Z, mais il y a des gens qui, à l'âge adulte, restent fans de Dragon Ball Z. On a parlé dans le numéro précédent de Nicky Larson, mais si on en parle, c'est parce que ça fait partie aussi de ce qu'on peut re-regarder 15 ans, 20 ans après. Il y a tout ce côté un petit peu rétro qu'on retrouve aussi, et cette envie de ne pas vieillir, de ne pas devenir un adulte. Est-ce que ça ne relève pas de la psychiatrie à un moment donné? C'est pas de la psychiatrie, c'est une psychologie, d'accord, mais c'est pas psychiatrique, parce que on est parfaitement conscient d'avoir une envie dans le monde des enfants, dans le monde des dessins animés, dans le monde où voilà, c'est rigolo et tout va bien. Et enfin, je sais pas moi, regarder les Chevaliers du Zodiaque aujourd'hui alors que j'ai passé 30 ans, ça ne me semble pas anormal, quoi. Bon, peut-être que je dois consulter quand même, mais ça ne me semble pas anormal, et je suis pas le seul. Dans la communauté, il y a quand même un paquet de gens qui s'émerveillent de savoir, par exemple, que les Chevaliers du Zodiaque vont arriver au cinéma, en film. C'est quelque chose qui est attendu par la communauté depuis toujours. Je te confirme que t'es pas seul, parce que j'en vois deux s'agiter dans la fenêtre. Moi, je veux bien re-regarder Nicky Larson, si tu veux, mais ça fait partie des autres dessins animés qui étaient... Et alors, en fait, quand on revient sur le précédent podcast, on disait le geek a de l'argent, enfin, entre guillemets, faut pas déconner non plus. Pouvoir d'achat, en tout cas, oui. Certains pouvoirs d'achat, c'est qu'il y en a qui ont profité, que ce soit le Club Dorothée ou mince, je reviens plus sur le nom, le plus vieille Chantal Goya, voilà, merci, sont revenus avec des spectacles ou tout ce qui était Club Dorothée dans des boîtes, c'était il y a quelques années, pour essayer de faire le buzz et faire venir tous ces gens de génération années 80-90. Voilà, effectivement, on touche encore à un autre phénomène, entre guillemets, c'est que c'est Dorothée, par exemple, ou quel était encore l'autre, tu l'as dit, j'ai oublié, Chantal Goya sont devenus des égéries gays, et donc ça rentre aussi dans un autre contexte. Alors non, je pense peut-être pour Chantal Goya plus que pour Club Dorothée. Club Dorothée, ils ont fait des soirées dans des discothèques où je t'assure que les gens n'étaient pas gays, les gens étaient là ils font ce qu'ils veulent de toute façon. Mais le truc sur lequel ils jouaient, c'était vous étiez des enfants dans les années 80, vous nous avez regardés, maintenant vous êtes devenus des adultes, et tous ceux qui sont restés fans, il y en a une bonne partie qui sont des fans de technologie, parce que voilà, c'est une science qui n'existait que peu avant. Donc voilà, ça fait partie de notre milieu, de s'amuser encore à essayer de deviner parfois des génériques de dessins animés des années 80, et bien on va y passer une soirée, quoi. Comme disaient les nuls, nous sommes des enfultes. Plus vraiment des enfants, mais pas encore vraiment des adultes. Oui, je sais pas. Personnellement, je trouve que l'attirance du geek pour le dessin animé ne traduit pas forcément une forme d'infantilisation. J'en veux pour preuve qu'il y a tout un écosystème de dessins animés intelligents que les enfants ne vont peut-être pas comprendre et dont ne vont peut-être pas avoir une lecture claire au premier degré. Je pense notamment à tous les dessins animés de Miyazaki. Le studio Ghibli, c'est un des grands studios japonais qui fait encore de l'animation à la main, qui nous a donné des monuments, franchement, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, comme Totoro, Princesse Mononoke, Le Voyage de Chihiro. Ce sont des œuvres qui ne sont pas forcément accessibles aux enfants en bas âge, sans avoir une référence culturelle geek derrière. Bien sûr, mais là, on touche à quelque chose d'autre qui est le point ultime, c'est le côté artistique, entre guillemets, de la production. C'est pas juste une production commerciale destinée à diffuser dans les masses. Là, on touche à quelque chose d'un petit peu plus pointu, entre guillemets, ce qui est aussi le cas dans d'autres domaines. On va en parler dans un instant au sujet de la bande dessinée. Seb, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais dire une dernière chose. Tu touches un point, effectivement, sur le côté artistique. C'est que, et d'ailleurs, je fais une conférence il y a 2 ou 3 ans là-dessus, du côté de Wavre, sur l'informaticien est un artiste. Et en fait, pour moi, c'est exactement ça. Le fait de regarder des dessins animés, d'être plongé dans un imaginaire de science-fiction, avec des séries, avec des BD, avec tout et n'importe quoi, c'est que tu as besoin de faire faire fonctionner cette partie de ton cerveau pour pouvoir, au moment où tu travailles après, quand tu codes, trouver des solutions créatives pour pouvoir sortir de ton problème. C'est une gymnastique intellectuelle. C'est un entraînement. Que tu as besoin de faire et qui te sert après pour créer des choses, que ce soit au niveau de nouveaux sites, nouvelles fonctionnalités, mais aussi surtout au niveau de tes problèmes que tu rencontres dans ton code. C'est ça, tu as besoin de pouvoir les résoudre. Est-ce que c'est une gymnastique ou est-ce que c'est un moment de pause qui permet de déconnecter justement le cerveau pour penser à un entraînement. C'est nourrir la machine. D'accord.
Ok. Ça fait partie des deux. Ouais. Je l'avais évoqué il y a 3 secondes, le monde de la bande dessinée est aussi touché évidemment par le phénomène geek, ça on s'en doute, et c'est un petit peu l'objet de cette conversation. Seb, on peut parler de bande dessinée propre aux geeks? Il y en a effectivement. Alors déjà, j'avais envie de commencer avec un humour potache de Fluide Glacial et compagnie, mais je pense que ça fait trop pas assez geek, donc on va revenir sur le... Ouais. Quoique geek Bitcoin Nichon, effectivement, on en fait partie aussi, hein, dans l'humour potache. Parce que Fluide Glacial, c'est geek? Écoute, je connais énormément d'informaticiens qui lisent tous étrangement le Fluide Glacial, donc je ne sais pas. Le Fluide Glacial d'aujourd'hui ou qui Non, celui d'aujourd'hui. D'accord, ok. Aujourd'hui avec toutes les BD qui y sont associées, donc ça semble en tout cas dans le milieu francophone lié à notre univers, mais c'est pas aussi évident parce que les blagues ne sont pas liées à. Alors un qui est extrêmement connu et qui moi me fait rire quasi à chaque fois, c'est Comic Strip. Donc c'est un Français qui raconte la vie de programmeur dans une SS2I, pour le dire à la française. Et donc là, effectivement, pour Monsieur Tout-le-Monde, c'est très difficile à comprendre parce que la plupart des blagues sont liées à l'informatique, à la programmation, à des cas de figure où vous allez retrouver avec un programmeur qui vous a planté un bug dans le dos et qui s'en va. Enfin, vous avez plein de trucs qui sont vraiment très vécu au jour le jour dans le boulot. Donc effectivement, j'avais acheté le livre, je l'ai fait lire par ma femme, elle n'a pas vraiment rigolé, alors qu'à chaque page j'étais plié de rire. Donc ça c'est vraiment très difficile à appréhender pour les gens qui ne sont pas dans le milieu, mais il y en a plein d'autres. Il y a énormément de blogs avec des bandes dessinées qui sont accessibles gratuitement et qui traitent d'une manière ou d'une autre de la technologie. On avait parlé dans le premier, on avait parlé dans la, excuse-moi Marc, on avait parlé dans la première partie d'humour, geek, etc. Il y a aussi pas mal pas de bandes dessinées, mais de petits dessins sympathiques, rigolos, qui se partagent énormément sur Internet et qui n'ont de vie que par le web, en quelque sorte. Et ça, c'est la tradition du dessin de presse, en quelque sorte, qui est porté au web. Hein, ça, on peut dire ça aussi. Et puis il y a de la BD pure et dure de geek, mais avec un contenu geek, David. Oui, il y a une BD qui s'appelle Les Geeks, qui est sortie il y a maintenant 5-6 ans et qui connaît un beau succès parce qui permet aussi de transmettre cette passion et cet historique à travers effectivement une BD, donc c'est facilement accessible. Mais donc voilà, il y a même des gens qui en font un vrai business de cette communauté au niveau artistique. Donc c'est un geek qui est derrière parce que je crois qu'il n'y a qu'un geek pour raconter des blagues et des faits divers sur les geeks. C'est relativement bien fait et c'est un cadeau qui s'échange quand même régulièrement. Peut-être pas pour le geek ultime, mais voilà, pour le gars qui est un peu fan de technologie, c'est un cadeau qui arrive souvent sous le sapin. Et puis on va aussi, on oscille aussi, mais comme pour le cinéma, Marc, vers la bande dessinée plutôt science-fiction, qui est éminemment geek. Mais sauf qu'ici, on sort de la bande dessinée pure pour aller vraiment vers le roman, vers la partie littéraire de la culture geek, où, encore une fois, il y a deux grandes tendances qui vont venir nourrir l'imaginaire des membres de la communauté. Il y a la science-fiction, avec tous les courants que l'on peut lui connaître, les uchronies, la hard science, le cyberpunk, le space opera, etc., ou le fantastique. Alors, fantastique, je fais tout de suite une précision. Non, si vous aimez Twilight, vous n'aimez pas le fantastique. Voilà, ça, c'est dit. Non, si vous aimez les films avec des vampires ou avec des pauvres jeunes filles tireuses à l'arc, non, vous n'aimez pas le fantastique, vous n'aimez pas la science-fiction, non. C'est autre chose, il n'y a pas de jugement de valeur, c'est autre chose. Un petit peu quand même, si. Mais je l'assume totalement. Non, donc effectivement, il y a de nouveau toute une série d'œuvres qu'on peut considérer comme des œuvres phares dans le domaine de la SF. Voilà, le Neuromancien de William Gibson, c'est le roman d'une génération de gens qui ont été biberonnés à l'informatique, qui ont été biberonnés à la technologie et qui se retrouvent dans un contexte totalement représentatif de leur génération. Vous allez avoir des œuvres comme Éon de Greg Bear ou Rama de Isaac Asimov, de Arthur C. Clarke, pardon, je confonds, ou bien toute la série des robots d'Asimov. Oui. Voilà, tout ça, ce sont des œuvres qui vont vraiment caractériser toute une génération et qui encore aujourd'hui passionnent
toute une communauté avec de nouveau ces différents niveaux de lecture où vous pouvez le prendre tel quel au premier sens littéral pour l'histoire elle-même, mais vous pouvez après utiliser tout l'imaginaire qui est généré par cette culture, par cet environnement, par ces univers pour l'appliquer de manière ou d'une autre dans votre propre existence. Est-ce qu'il y a, là je pose la question à tous, mais je sens que c'est Marc qui va répondre avec le plus rapidement, est-ce qu'il y a un livre, un bouquin que l'on peut revendiquer comme étant à la source de la geekitude ou de l'univers que l'on connaît aujourd'hui, celui dont on parle aujourd'hui qui est l'univers geek, le référent en la matière? Pour moi, ça reste Neuromancien. D'accord. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Internet pour les nuls. Non, Marc est le lecteur, je pense, de l'équipe, donc ça se voit derrière. Que ce soit lui qui. D'ailleurs, il est là. Maintenant, il y a tout à fait moyen d'être geek sans avoir lu le moindre des bouquins de science-fiction, parce que cette communauté n'est pas liée que à la science-fiction. Moi, c'est pas un domaine qui m'attire au niveau de la lecture, beaucoup plus au niveau du cinéma. Et donc, voilà, les bouquins dont Marc a parlé, je les ai jamais lus et a priori, je les lirai jamais. Mm-hmm. C'est dommage. Il n'y a pas que ça, c'est plein de petites bulles les unes à côté des autres. Et donc, c'est pas parce qu'on n'aime pas la science-fiction qu'on n'est pas geek non plus. Non, absolument, absolument. Et d'ailleurs, on peut très bien être geek sans avoir jamais lu un livre de science-fiction, comme on peut être geek sans ne jamais avoir lu la saga des Game of Thrones. Par exemple. Oh oui, ça. Je fais une parenthèse sur Game of Thrones. Il y avait un truc visuel qui m'avait fait rire. C'était quelqu'un qui avait posé des post-it à chaque page où quelqu'un mourait. Il n'y avait que des post-it en fait. C'était très joli, tous ces post-it de couleurs différentes. C'était merveilleux. Je vois que mon texte s'agite, ma conduite bouge toute seule à côté de moi. Je ne sais absolument pas qui veut parler de quoi dans ce qu'on lit encore. David, peut-être. Peut-être juste préciser aussi que, en plus de lire effectivement de la bande dessinée, des mangas, des romans de science-fiction, je pense que ce qui caractérise aussi cette communauté, c'est qu'elle s'informe énormément. Oui. Donc c'est dans tous les domaines. Donc il n'y a pas que les domaines technologiques, scientifiques ou science-fiction, aventure, imaginaire. Il y a aussi toute l'information générale. Un geek est quelqu'un qui dévore, et c'est aussi pour ça qu'il est équipé entre guillemets de technologie, c'est que ça lui donne un accès quasi illimité, même je vais enlever le quasi illimité à l'information. Et donc, chaque personne va s'intéresser à plein de domaines supplémentaires. Et c'est ce qui fait aussi que c'est des gens qui ont souvent l'impression, et je vais rester sur l'impression, d'avoir une culture énorme, parce qu'ils s'intéressent à beaucoup de choses sans spécifiquement rentrer dans les détails. Mais voilà, on a toujours lu un truc ou vu un truc qui parle du sujet qui est abordé dans une communauté. Et donc ça peut aller de l'information générale, on en parlait dans le numéro 1, de la politique, de ce qui se passe en géopolitique et des choses comme ça, en économie, mais ça va aller aussi vers l'écologie. Par exemple, un truc où, a priori, le geek n'a rien à faire, mais il aura vu un gars qui a développé un nouveau système et la partie développement l'a intéressé. Et au final, c'est pure écologie. Mm-hmm. Mais voilà, il a ce petit bout d'information-là. Il creuse pas jusqu'au bout, mais il s'intéresse à plein de choses. Il parle aussi régulièrement, en tout cas il est capable de lire dans plusieurs langues. Et donc ça veut dire qu'on s'informe aussi sur des informations américaines, sur des informations asiatiques. Et donc il y a aussi toute une ouverture sur le monde et sur les différentes cultures géographiques qu'il acquiert au fur et à mesure de ses lectures. Le geek donc se nourrit intellectuellement, j'entends, on aurait pu faire une séquence que mange le geek, mais bon, ça aurait eu beaucoup moins d'intérêt, quoique peut-être. Le geek mange des sushis. Le geek mange des sushis, il adore ça. Oui, ou des pizzas. Ou des pizzas. Il adore ça aussi. Ou des boîtes de pâtes froides, vous voyez. Et des nouilles. Par exemple. Ou des steaks. Bon, voilà, j'ai ouvert une porte, j'aurais pas dû. C'est un exemple de choses qu'il faut jamais faire avec des geeks. On va peut-être clôturer ce deuxième épisode de Spécial Geek pour bien terminer, on va dire, cette année 2014 et bien commencer en même temps 2015, en parlant des gadgets, puisque vraiment là on tombe vraiment dans les images classiques du geek. Le geek aime les gadgets, mais où les achète-t-il, mes bons amis ? Alors, moi, je ne vais pas en sortir 200 parce qu'il y a vraiment beaucoup de sites qu'on peut aller visiter, mais il y en a un sur lequel vous devez aller faire un tour parce que vous allez trouver des trucs à 1, 2, 3 euros et qui vous en auraient coûté
probablement 10 fois ça chez nous. Et vous allez en avoir 10 exemplaires différents, couleurs que vous voulez. C'est Deal Extreme. Deal Extreme, c'est un truc chinois, en gros. Et vous allez trouver de la dashcam en 200 modèles différents, avec toutes les résolutions possibles, aux ampoules LED, aux téléphones, aux smartphones. Ils ont énormément de smartphones, de caméras, de webcams, et plein de petits gadgets pour s'amuser, qui pour la plupart ne sont utiles que 10 minutes. Donc on serait content de les avoir payés que 2 euros. À Bruxelles, on appellerait ça du brol pas cher. Oui. Voilà, totalement. C'est du brawl pas cher, high-tech, et il y a de tout. Vous voulez après jouer avec des Arduino, vous allez pouvoir trouver des cartes de développement ARM pour 8 $, 8 euros. Mais est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est juste des brawls qu'on vend et puis ça fonctionne pas et on est déçu, ou est-ce qu'il y a vraiment, enfin, est-ce que voilà? Est-ce que ça marche? Non, ça fonctionne. Ça fonctionne, tout à fait. Le matériel est le même que ce que tu aurais pu acheter importé chez nous. Si tu achètes un Arduino chez eux, l'Arduino fonctionne ici de la même manière. Ouais. Après, faut pas s'attendre toujours à un packaging extraordinaire, à une documentation en français, ou alors faut un traducteur français, chinois, français, pour essayer de comprendre ce qu'ils ont voulu dire. Oui. Ça, c'est toujours un peu le problème. Mais c'est un peu comme chez Alibaba, quoi. Le site Alibaba, c'est un peu compliqué. Quand c'est traduit en français, il faut un traducteur français, parce que c'est déjà très compliqué aussi à ce niveau-là. Et donc là, il y a une multitude, on l'imagine bien, de petits gadgets que l'on retrouve aussi dans certains magasins chez nous. Il y a des boutiques qui se sont spécialisées dans ce genre d'accessoires, et pas uniquement des boutiques d'électronique, mais voilà, ça existe aussi. On en trouve même des fois sur les marchés. J'ai vu ça aussi, des petits gadgets comme ça que l'on retrouve vendus comme ça, un petit peu en rue, quoi. Tout à fait. Mais ici, au niveau du port, ça vous coûtera 3 fois rien. Vous allez avoir vos gadgets 6 mois avant tout le monde, parce qu'ils n'auront pas été importés. Et donc, tout est là, tout est dispo. Et c'est un des e-commerce qui fonctionne le mieux au monde, avec Amazon ou d'autres, comme mon brave associé ici à côté pourra vous expliquer. Amazon qui, entre parenthèses, et là je fais une petite parenthèse, on va dire actualité, puisqu'il y a un préavis de grève chez Amazon pour les 3 derniers jours de l'année, en tout cas en France, pour un petit peu contester la manière dont se passent les choses dans les stocks et les conditions de travail qui ne seraient pas idéales. Voilà, fin de la parenthèse. Marc. Oui, le geek, effectivement, achète énormément en ligne. Le geek n'est pas forcément quelqu'un qui va aller se déplacer dans un magasin physique. Le geek, en tout cas je parle pour moi, là j'assume totalement, le geek déteste aller faire le pied de grue dans les magasins et attendre, faire la file, etc. Donc il y a, pour répondre aux besoins du geek, toute une série de sites d'e-commerce qui sont de nouveau incontournables. Chez nous en Belgique, principalement pour tout ce qui est high-tech, ça va être Amazon, qui est quand même une des grosses références. Pour ceux qui cherchent des choses un peu plus pointues, il existe 2 autres sites qui font également notre bonheur. Le premier, c'est LDLC, c'est un site français qui a également une antenne belge, ldlc.be, ou bien LDLC Pro si vous êtes un professionnel et que vous pouvez acheter directement au niveau entreprise. Il y a également Coolblue. Alors Coolblue, c'est assez marrant parce que c'est un truc qui a commencé tout petit, il y a 4-5 ans, avec juste un site qui vendait des pièces détachées et des pièces pour se construire un petit PC, rien d'autre. Aujourd'hui, Coolblue vend absolument tout ce que vous pouvez imaginer. C'est devenu un concurrent d'Amazon à moins grande échelle, mais c'est devenu un concurrent d'Amazon sur le marché belge en tout cas. C'est une boîte hollandaise qui a, je dois avouer, le service de logistique le plus ahurissant au monde. Et je serais tenté de dire que c'est plutôt sa force, parce qu'au niveau prix, si on compare avec d'autres grandes enseignes, c'est pas moins cher, pas beaucoup plus cher. C'est pas toujours meilleur marché, voilà. Non, parfois c'est même un peu plus cher, mais le grand avantage, c'est que vous pouvez acheter quelque chose le matin et l'avoir l'après-midi. C'est un peu ça l'idée, voilà. En payant un petit supplément tout de même. En payant un petit supplément, mais comme on l'a dit, le geek a un certain pouvoir d'achat, et comme le geek est un passionné, et que le geek est faible, surtout, le geek n'hésite pas à mettre quelques euros en plus pour pouvoir satisfaire ses envies rapidement. Oui. Mais il ne s'adresse pas qu'aux geeks, Coolblue, ils vendent à tout et n'importe quoi de la même manière qu'un Vandenborg, qu'un Mediamarkt, qu'un Krefeld. Ils vendent à la même chose. Mais ils ont misé un peu sur cette communauté pour démarrer. Et effectivement,
quand tu as commandé, tu veux avoir ton truc, au moment où tu as cliqué sur payer, tu aimerais que le facteur sonne pour te l'apporter. Et là, ça le fait un peu. Symbolise le plus. C'est ça qui fonctionne. Oui, c'est ça. Au grand étonnement de plein de gens, ça livre et ça livre vite. Ce qui est toujours un petit peu le frein, à un moment donné, avec la vente par correspondance, entre guillemets, la vente électronique par Internet. Ce qui coinçait, c'était le moyen de paiement. Ce qui coince aujourd'hui, c'est le délai de livraison. En fait, c'est un peu ça le problème du jour. Oui, on y reviendra quand vous commandez un PC et qu'un mois après, vous n'avez pas encore. On y reviendra. Mais il est en route. J'ai touché un truc. Il est en route. On espère en parler un jour. De toute façon, on en fera un test quand il sera là. Dans le domaine, moi, j'avais un site aussi, mais je pense qu'il est connu de tout le monde, B&H aux États-Unis, qui est le classique des classiques. Ils ont tout et ils livrent partout dans le monde. Donc voilà, là aussi pour les geeks et les non-geeks, évidemment, et les photographes et les vidéastes, etc. Ils ont vraiment beaucoup de choses. Oui, je vois. Sébastien. Il manque un truc dont tu n'as pas parlé, c'est que le geek achète plein de figurines aussi sur Internet. Oui, exactement. Je voulais y venir, ça, effectivement. Marc, tu es un passionné de figurines issues du monde manga et autres, et science-fiction. Pas forcément manga, pas de tout. Et donc, toi, tu te livres, tu peux le dire, parce qu'on en a déjà parlé d'ailleurs dans ce podcast. On en a déjà parlé. Moi, je me livre quasi exclusivement dans une petite boutique à Waterloo qui s'appelle La Cité des Nuages, qui a un site extrêmement bien fait, lacitédesnuages.be, qui a un assortiment sans aucune limite et qui est extrêmement dangereux pour quelqu'un comme moi parce qu'à chaque fois que j'y vais, ma carte de crédit saigne très fort. Et voilà, ma dernière acquisition, ça a été le Smog du Hobbit que j'attends avec impatience en avril parce que c'est une précoce. Et je l'ai acheté sans même savoir où je vais la mettre. C'est un machin qui fait 54 cm de large. Mais voilà, c'est une figurine, c'est magnifique et effectivement, le geek aime bien s'entourer d'objets qui lui rappellent sa passion et puis les changer de place de temps en temps, ça l'amuse aussi. Au tout début la première partie de ce spécial geek, je vous avais posé la question de savoir quel était le plus geek des technos. Je pense que vous venez d'avoir un début de réponse, on va dire. J'assume totalement, je le dis. Et puis le geek, et on va terminer avec ça peut-être David, le geek aussi de temps en temps fait son métier, c'est possible. Bah oui, parce que on en a parlé ici sur 2 épisodes et il est parfois possible de les rencontrer en vrai. Il suffit d'aller dans les magasins physiques que Marc n'aime pas. Effectivement, vous allez dans un MediaMarkt, vous allez dans un Krefeld, vous allez dans un Vandenborg, vous rendez au rayon informatique parce que c'est là que vous aurez les meilleurs spécimens et vous tombez dessus. Vous tombez dessus parce qu'il y a moyen aujourd'hui d'en faire une vraie vie professionnelle. C'est souvent des passionnés qui travaillent là-dedans, très jeunes, mais passionnés quand même. Et donc voilà, c'est aussi un petit peu des possibilités de transmettre et d'en faire un métier. Donc si vous êtes geek et que vous savez pas coder ou que ça vous intéresse pas, il y a d'autres métiers. Moi, j'ai eu l'occasion de faire ce métier pendant quelques années. Et c'est clair que quand on allait dans un rayon CD, DVD d'un MediaMarkt par exemple, on tombait sur un vrai geek du DVD, du film, mais c'est quelqu'un qui a qui va pouvoir vous donner toutes les petites subtilités quand vous cherchez, est-ce qu'il y a autre chose qui a été fait dans l'univers Star Wars? Lui, il sait, parce qu'il s'est vraiment ultra spécialisé là-dedans. Donc, il y a des débouchés si vous êtes geek et que vous avez peur de pas trouver de travail. Je pense que vous vous trompez parce que ce soit dans l'informatique générale ou dans tous les nouveaux business qu'on voit comme Belwatech en Belgique, donc il y a un réparateur de smartphones à Waterloo aussi. Qui engage que les geeks. Vous rentrez dans ce magasin, vous avez affaire à des jeunes qui ont 20, 22 ans, 25 ans maximum, et eux, ils maîtrisent tout, de A à Z au niveau technique. Donc voilà, c'est aussi dire qu'il y a moyen de garder sa passion pour l'électronique et d'en faire un métier. En même temps, faire de l'électronique et dépanner du smartphone, etc., sans avoir un fond geek, ce serait quand même assez bizarre, à mon avis. Mais avant ces métiers-là étaient pris par des électromécaniciens qui étaient très, très théoriques. Ici, aujourd'hui, c'est des gens qui se sont formés en regardant des vidéos sur YouTube. Donc, je ne vais pas dire accessible à tout le monde parce que ce cursus de réparer un smartphone, de changer un écran d'un iPhone qui a explosé, il n'y a pas. On ne nous forme pas. Et donc, grâce à Internet, grâce aux nouveaux réseaux, on peut apprendre à le faire. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de débouchés. Merci, David. Alors, on avait
fait le pari, entre guillemets, de faire 2 numéros hors saison, c'est le cas, hors série aussi. Êtes-vous un geek? N'êtes-vous pas un geek? C'est un petit peu la question que tout le monde ici se posait. Sébastien et Marc de leur côté, David également. On aurait pu poser des questions à notre camarade Adrien qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui aurait bien voulu à mon avis. Mais on aurait dû faire 7 ou 9 numéros. Ou encore Benoît qui aurait introduit la notion peut-être de photographie numérique, puisque là aussi on touche à un milieu plus high-tech, etc. Donc on a essayé de faire un tour. Évidemment, on n'a pas été exhaustif, on n'a pas tout dit, c'est impossible, hein, il faut être clair, le monde est trop vaste, le monde du geek est beaucoup trop vaste. On espère en tout cas que ça vous a fait plaisir. On termine l'année sur cette note et on redémarrera l'année prochaine, mais avec des choses, du contenu un peu plus qu'on peut palper, à savoir tout ce qui se passe, tout ce qui va se passer en tout cas au niveau du CES de Las Vegas, puisque traditionnellement, vous le savez, c'est le grand rendez-vous des geeks et des non-geeks de début d'année. Merci beaucoup Sébastien. Avec plaisir. Meilleurs vœux à l'année prochaine. Marc également. Passez de meilleurs vœux, passez de bons réveillons. Merci aussi à David, bon réveillon. Oui. Et à l'année prochaine. Merci. Bonne année. Bonne année. Bonne année.